France Info. Bonne journée avec nous sur France Info. France Info, le réflexe info. Nous sommes le mardi 16 décembre, il est 7h. Victor Maté pour le journal. Bonjour Victor. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. À la une ce matin, cette inondation qui paralyse en partie la circulation sur le périphérique parisien. Cela concerne les deux sens dans le sud-ouest de la capitale. Les précisions sur place dans un instant. Nous serons également en direct d'Australie. Moment de recueillement à Sydney après cette prise d'otage sanglante de plus de 16 heures. Bilan, 3 morts dont le preneur d'otage, un réfugié iranien présenté comme un militant islamique radical. Un discours sur l'immigration, le premier pour François Hollande depuis qu'il est à l'Elysée. C'était hier, le chef de l'État qui adresse des avertissements à Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen. Et puis qui a vraiment découvert la grotte Chauvet 20 ans après la bataille pour la vérité fait rage. Vous entendrez l'un des spéléologues qui revendique être le vrai découvreur du site ardéchois. La météo, c'est toujours gris et pluvieux sur les 3/4 de la France. Seule la Méditerranée, comme hier d'ailleurs, est un peu épargnée, verra quelques belles éclaircies. Les températures entre 6 et 12 dans le nord de la France et jusqu'à 15 près de la mer. France Info. Le périphérique parisien est donc toujours en partie bloqué ce matin dans les deux sens. Oui, cela concerne le secteur sud-ouest en cause d'une très importante inondation due à une rupture de canalisation hier entre la porte de Saint-Cloud et la porte d'Auteuil. Attention donc, si vous êtes en voiture dans ce secteur, le trafic devrait continuer à se charger. Cécilia Arbona, vous êtes tout près de la porte de Saint-Cloud. Où en est-on du côté des opérations de pompage de l'eau ? Eh bien, on a pompé toute la nuit. Quand je dis on, ce sont en fait une cinquantaine de pompiers de Paris, mais aussi épaulés par des renforts venus de 3 départements. Sous le tunnel du Parc des Princes, au moment où je vous parle, encore des camions énormes équipés de gyrophares et surtout de gros tuyaux qui sont chargés d'aspirer une nappe d'eau qui a été spectaculaire hier soir au plus fort des dégâts. Il faut imaginer une nappe d'eau de 8000 mètres cubes qui s'étendait sur toute la largeur du périphérique, sur 200 à 300 mètres de long et sur environ 1,50 m de profondeur. Écoutez, Guillaume Fraisse, il est officier presse pour les pompiers de Paris. C'est une rupture de canalisation d'eau potable qui a provoqué l'inondation et par conséquent bloqué la circulation sur le périphérique entre la porte de la Muette et la porte de Saint-Cloud. Nous avons une cinquantaine de sapeurs-pompiers engagés, issus de plusieurs entités, dont la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, de l'Essonne, des Yvelines et de la Seine-et-Marne, mais également des engins déployés par une société privée mandatée par la mairie de Paris. À l'heure où je vous parle, nous en sommes aux 2/3 des opérations de pompage. Nous faisons notre maximum pour que la circulation soit rétablie dans les plus brefs délais. Voilà, la chaussée commence à être asséchée, en tout cas sur le plan de la circulation. C'est un tronçon capital de l'ouest du périphérique qui est fermé. Il va provoquer, c'est sûr, des embouteillages monstres aux abords de la capitale. Ça commence déjà à bouchonner. Et en ce qui nous concerne autour de nous, on commence à avoir des files de voitures arrivées par Boulogne-Billancourt, puisque toutes ces voitures qui entrent dans Paris arrivent par une déviation mise en place depuis l'autoroute A13. On commence aussi à s'échauffer, à klaxonner un petit peu. C'est bloqué, je vous le répète, en chaussée intérieure entre le quai d'Issy et la porte de la Muette, et puis entre la porte de Saint-Cloud et la porte de Passy. Merci beaucoup Cécilia Arbona en direct avec Raymond Albouy pour les moyens techniques. L'autre grand titre ce matin, ce sont ces drapeaux en berne et ces centaines de gerbes de fleurs déposées par les Australiens. L'heure est au recueillement à Sydney après cette prise d'otage de plus de 16 heures dans un café du centre-ville. Dénouement sanglant, 3 morts lors de l'assaut donné par les forces de l'ordre, 2 otages et le preneur d'otages, un réfugié iranien de 50 ans, présenté comme un militant islamique radical souffrant d'instabilité mentale. Élodie Largenton est avec nous en direct, correspondante de France Info en Australie. Élodie, le pays s'est réveillé avec la nouvelle de la fin de cette prise d'otage, mais également ces propos du Premier ministre, Tony Abbott, qui se refuse à parler d'actes terroristes. On a frôlé une attaque terroriste. Ce sont les termes employés ce matin par le Premier ministre australien, donc Tony Abbott.
On a beaucoup parlé hier lors de la prise d'otage de ce drapeau noir brandi devant les vitres du café sur lequel était inscrite la profession de foi de l'islam. On a appris depuis que l'une des revendications du preneur d'otage était qu'on lui apporte un drapeau de l'État islamique. Mais pour Tony Abbott, l'assaillant, Man Aaron Moniz, cherchait ainsi à se cacher derrière le symbole meurtrier de l'État islamique. Il est instable mentalement, préfère retenir le Premier ministre. Il vient d'ailleurs de le redire à l'instant puisqu'il s'exprime de Sydney et il décrit toujours le preneur d'otage comme une personne profondément perturbée. L'attaque d'hier serait donc l'acte désespéré d'un cher autoproclamé, notamment accusé d'avoir instigé le meurtre de son ex-femme. Malgré tout cela renforce le sentiment d'insécurité des Australiens qui se sentent menacés depuis que leur pays a décidé de s'engager aux côtés des États-Unis pour combattre l'État islamique. Ce n'est pas non plus la psychose, mais le ministère des Affaires étrangères a été évacué tout à l'heure à Canberra, la capitale administrative, car un colis suspect a été découvert dans l'enceinte du bâtiment. Et on a aussi appris que la présence policière allait être renforcée à Melbourne, dans les grands centres commerciaux, mais aussi lors des prochains événements sportifs. Élodie Largenton, en direct, correspondante de France Info en Australie. Et puis ce déplacement aujourd'hui de François Hollande dans le Pas-de-Calais. Le président est attendu à Boulogne-sur-Mer et à Lens sur le thème de la rénovation urbaine pour donner un nouvel élan à la politique du gouvernement en faveur des quartiers défavorisés. L'État s'est engagé à consacrer 5 milliards d'euros sur 10 ans en faveur de 200 quartiers. Aujourd'hui, la rénovation urbaine. Hier, l'immigration. François Hollande a tenu le premier discours de son quinquennat sur le sujet. Le chef de l'État inaugurait à Paris le musée de l'histoire de l'immigration, ouvert en 2007, mais qui avait finalement été boudé par Nicolas Sarkozy. Un discours de 50 minutes pour justement renvoyer la balle à l'ancien chef de l'État et mettre en garde tous ceux qui agitent la peur d'une dislocation de la France, Anne-Laure Danier. François Hollande a fait un long discours un peu laborieux pour rappeler tout ce que les immigrés ont apporté à la France et pour répondre à ses deux principaux adversaires, Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen, très radicaux sur le sujet. Il y a toujours eu des démagogues pour démontrer qu'il y en a qui ne s'assimileront jamais. Mais le fait nouveau, c'est la pénétration de ces thèses dans un contexte de crise. Et c'est pourquoi il nous faut, une fois encore, reprendre le combat et de ne rien laisser passer. Ne rien laisser passer. François Hollande a fait de la lutte contre l'antisémitisme et contre le racisme une grande cause nationale. Il défend aussi les accords de Schengen, attaqués par le président de l'UMP et par la patronne du Front National. Faire disparaître Schengen ? Mais ça serait reculer, ça serait aboutir à rétablir des frontières pays par pays. Et puis, François Hollande ne pouvait pas couper à une mise au point sur sa promesse d'accorder le droit de vote aux étrangers. Rien ne peut se faire sans une révision de la Constitution. Ce qui suppose dans notre droit une majorité des 3/5 au Parlement, c'est-à-dire l'accord de toutes les forces républicaines. J'y suis pour ma part favorable à elles de prendre leurs responsabilités. Il voudrait bien, mais il n'a pas de majorité pour voter le texte. Anne-Laure Danier, un ancien secrétaire d'État renvoyé devant la cour d'assises, l'UMP Georges Tron, chargé de la fonction publique en 2011. Il comparaîtra pour viol aggravé et agression sexuelle sur 2 anciennes collaboratrices. La cour d'appel a en fait cassé le non-lieu rendu l'an dernier. Le maire de Draveil a décidé de se pourvoir en cassation. Et tout à l'heure, dans moins de 10 minutes, à 7h15, on essaiera d'expliquer justement pourquoi ce revirement de la justice et puis on ira à Draveil aussi. Écoutez les habitants, les partisans de Georges Tron appellent toujours ça l'affaire des pieds. L'avenir de Thierry Lepan, lui, se joue encore en partie aujourd'hui. La commission exécutive de la CGT se réunit. Alors, ce n'est pas elle qui décidera de la démission ou non du numéro 1 du syndicat, mais elle va fixer l'ordre du jour du Parlement du 13 janvier, qui là peut révoquer Thierry Lepan, le secrétaire général au cœur d'un scandale sur la rénovation à grands frais de son appartement de fonction et de son bureau qui s'est rendu hier à une nouvelle réunion. La question du financement de nos futures retraites, le Conseil d'orientation des retraites dévoile officiellement ses prévisions cet après-midi. La réforme de l'an dernier pourrait faire sortir le système du rouge d'ici à 2025, à condition de diviser le chômage au moins par 2. Sinon, il faudra attendre encore 20 ans. Le Conseil particulièrement inquiet en ce qui concerne le régime des retraites complémentaires. Cette polémique à présent autour de la grotte Chauvet en Ardèche. 20 ans après sa découverte, plusieurs spéléologues affirment être les vrais découvreurs de la célèbre cavité classée depuis cette année au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour eux, Jean-Marie Chauvet et 2
autres spécialistes se seraient appropriés cette découverte des plus vieilles peintures rupestres connues à ce jour. Michel Rosa, connu sous le nom de Baba dans le milieu, est aujourd'hui le plus virulent. Il dit se sentir trahi, mais ne réclame pas d'argent. Il veut simplement ne pas être oublié. Ils savaient que j'avais ouvert ce trou. Ils sont retournés sans nous le dire. Donc on faisait équipe depuis de nombreuses années. Tous les week-ends on était ensemble. À mon avis, ça leur a monté à la tête. Enfin, je pense. Parce qu'on n'élimine pas des copains comme ça sous prétexte que on trouve un gros truc. L'éthique spélo, c'est pas ça. On fait équipe ou on fait pas équipe. Je ne demande rien. Je m'en fous réellement. Et mon plaisir, c'est de trouver des grottes. C'est tout. Après le reste, moi je veux ma tranquillité, c'est tout. Le reste, je m'en fous. Ma foi, si on n'est pas reconnu, mais je m'en fous réellement. J'en ai plein des grottes. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à Jean-Marie Chauvet Bon, je ne veux pas dire, je vais être impoli, mais dire que bon, c'est pas pour des copains, c'est pas sympa, c'est tout. C'est dommage. Ça prouve que la camaraderie, il faut s'en méfier, quoi. Michel Rosa qui revendique donc la découverte de la grotte de Chauvet. Le début des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue de football, c'est ce soir. 2 affiches entre clubs de Ligue 1, Bastia-Caen à 18h et Nantes-Metz à 21h. Et ce sera bien sûr à suivre sur France Info. Et c'était le journal de Victor Maté. France Info, 6h, 9h, Fabienne Synthèse. Expliquez-nous dans un instant, on parlera de tarifs d'autoroute. En attendant, voici Elodie Calac. France Info Météo avec Maison France Confort, constructeur national de maisons depuis 5 générations. Rendez-vous dans une de nos 340 agences ou sur maisonfranceconfort.fr.